Nous allons donc commencer. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous Optigestion qui cette fois-ci est sur un thème patrimonial. Je vais vous présenter rapidement ce rendez-vous et dire préalablement un mot pour ceux qui ne nous connaissent pas d'Optigestion. Alors, Optigestion, nous sommes depuis 1987 une société de gestion de portefeuille. Notre mission est de préserver et développer le patrimoine financier de nos clients. Nos métiers sont la gestion de portefeuille, la gestion collective et les contrats d'assurance vie. Notre équipe se compose d'une vingtaine d'experts répartis entre gestion d'actifs et ingénierie patrimoniale. Nos valeurs sont l'ouverture internationale. Nous avons une gestion qui est plutôt qualité-croissance. Notre ADN sont les intérêts partagés. Nous investissons une part significative de nos actifs, les associés, dans notre gestion. L'esprit est entrepreneurial et la valeur de bienveillance est importante à nos yeux. Alors, tout de suite, je vous présente le thème d'aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir de recevoir Maître Franck Génaud. Le thème est important. Est-il trop tard pour transmettre? C'est une question qu'on entend souvent avec nos clients. Donc, nous sommes avec Maître Franck Génaud, qui est un avocat spécialisé en fiscalité des personnes physiques. Il conseille un nombre important de clients Optigestion. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Sachez que vous avez un onglet qui s'affiche, un onglet QR, et sur lequel vous pouvez poser vos questions écrites que nous essaierons de traiter dans le cadre de ce rendez-vous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Voilà, Maître, à vous, je vous laisse la parole et je vais vous poser quelques questions, évidemment. Bonjour à tous, merci Eric. Alors, est-il trop tard pour transmettre? Naturellement, il n'est jamais trop tard. Mais effectivement, j'ai beaucoup de clients qui me disent mais dans mon cas, c'est trop tard. Je n'ai rien fait, je voulais faire des choses, mais je n'ai pas eu le temps, et dans mon cas, c'est trop tard. En réalité, il n'en est rien, parce que si on regarde bien, on s'aperçoit que si jamais on ne fait rien, la loi est là pour disposer de vos biens et assurer la succession de vos biens envers vos proches. Oui, Donc mais alors finalement, justement, Maître, alors excusez-moi, Maître, je vous coupe, mais peut-on laisser l'État décider à notre place? Ne vaut-il pas mieux organiser la transmission comme on l'entend? bien évidemment, et cette transmission devrait être organisée dans ce que permet la loi. Disons que donner, c'est disposer des biens de son vivant. C'est décider qui aura quoi et dans quelle mesure. Mais alors, pourquoi le faire? Puisque finalement, on peut se dire, on fait un testament, on organise notre succession. Et c'est une des pistes, effectivement, qui peut permettre de pallier l'application légale de la loi. Mais quel est l'intérêt de donner à ce moment-là? Eh bien, il y a deux intérêts. Premièrement, l'allongement de la vie fait qu'on peut avoir besoin d'anticiper une succession pour le bien de ses proches, pour le bien de ses enfants, parce qu'il n'est pas rare aujourd'hui d'hériter à 70 ans, et on peut se demander si c'est vraiment intéressant. Et le deuxième point, et c'est un point très important, c'est la fiscalité. Parce que finalement, on sait que si on donnera à un coût fiscal moindre que si l'on hérite. Je vous donne un exemple. Si l'on prend, dans ce tableau que vous voyez là, si on prend une donation de 2 millions d'euros à un enfant, eh bien cet enfant, s'il hérite de 2 millions d'euros, il va payer ses droits sur cette somme et donc paiera 617 000 euros de droits à l'administration fiscale. Il lui restera 1 382 000 euros. En revanche, en cas de donation, si le donateur transmet 1 562 000 euros, les droits de donation qui peuvent être pris en charge par le donateur à hauteur de 437 000 euros font que finalement, l'enfant, le donataire, reçoit plus que l'héritier. On a un taux d'imposition qui est de près de 9% inférieur et on considère que la prise en charge des droits par le donateur, alors que c'est le donataire qui est redevable de ses droits, n'est pas une nouvelle donation. C'est tout l'intérêt des donations. Merci, Maître. Alors, question importante, qui peut transmettre? Alors oui, qui peut transmettre? Eh bien, on peut transmettre à partir du moment où on dispose de la capacité
juridique de faire des actes et on peut donc, dès la majorité, on peut décider de transmettre. Naturellement, dans les faits, on ne pense pas à des transmissions dès la majorité et la plupart des interrogations interviennent après 50 ans où on se demande ce que l'on peut transmettre, qui peut transmettre. Compris. Après, Alors, à qui peut-on transmettre, maître? alors, si l'on peut transmettre qu'à partir du moment où on est capable, on peut recevoir même en étant incapable. C'est-à-dire même si on est mineur, même si on est majeur protégé, on peut recevoir. Il faut faire attention, lorsque l'on transmet à des mineurs, il se peut que le juge des tutelles doive intervenir pour donner son autorisation. Même D'accord. si les deux parents souhaitent donner, il est des cas où l'autorisation du juge des tutelles est importante parce que le juge des tutelles réfléchira dans l'intérêt de l'enfant et réfléchira en termes de risque. Est-ce que cette donation fait courir un risque à celui qui la reçoit lorsqu'il est mineur? C'est important, merci. Donc, que peut-on transmettre, maître? Alors, tout le monde peut transmettre, tout le monde peut recevoir et on peut tout transmettre. Et on peut tout transmettre dans la limite de ce que l'on possède. C'est très important, on ne peut pas transmettre des biens à venir. À noter une exception pour le conjoint, puisque l'on peut faire ce qu'on appelle des donations au dernier vivant, qui, elles, ne s'exécuteront qu'au moment de la succession. On peut transmettre des biens meubles, des immeubles, des biens corporels, des droits. On peut transmettre des créances, on peut transmettre la pleine propriété, mais on peut aussi se réserver l'usufruit et ne transmettre que la nue propriété. Dans ce cas, la nue propriété est évaluée selon un barème que vous avez ici. Et l'intérêt de transmettre la nue propriété, c'est de transmettre à moindre coût, puisque les droits seront assis sur la nue propriété. Et l'usufruit rejoindra la nue propriété au moment de l'ouverture de la succession, sauf une petite exception que nous verrons tout à l'heure. À l'inverse, on peut très bien choisir de donner temporairement l'usufruit. C'est une possibilité, par exemple à son fils, l'usufruit d'un appartement. Et à ce moment-là, la valeur de l'usufruit est différente puisqu'on parle d'usufruit économique. Merci. Alors, sous quelle forme peut-on transmettre? Alors, il existe 4 formes de transmission. La première, la plus simple, le don manuel. Le don manuel, comme son nom l'indique, est la transmission d'un objet, mais ça peut être aussi d'un bien meuble, et ça ne concerne que les meubles. On parle de tradition manuelle et on parle de remise d'un bien. Le donateur fait un don manuel de quelque chose. Ça peut être un compte bancaire, ça peut être un portefeuille d'actions, ça peut être un tableau. Et en général, il n'est pas nécessaire sur le plan civil de matérialiser cette transmission par un acte, puisque le bien a été transmis et reflète la transmission elle-même. En revanche, l'administration fiscale ne se contente pas de cela et exige une déclaration de don manuel qui, elle, matérialisera la valeur de ce qui est transmis et rendra exigible des droits de donation sur ce don. Autre possibilité, la donation. La donation, elle, concerne aussi bien les immeubles et les meubles et permet de transmettre le dit bien devant un notaire, mais surtout présente un avantage, c'est de faire une donation partage. La donation partage est une donation qui fixe la valeur de ce qui est donné, à l'inverse des autres donations où la valeur de ce qui est donné sera évaluée au jour du décès. Alors, nous n'allons pas rentrer trop dans le détail, mais sachez qu'il existe plusieurs types de donation partage et la limite de la donation partage, qui est une vraie limite, est qu'elle opère un partage. Ça peut sembler étrange de dire cela, mais si vous donnez un tableau dans une donation partage, il n'y a pas de partage et l'administration fiscale et surtout le notaire avant requalifiera la donation en donation simple puisque aucun partage n'a été opéré sur un tableau qui aurait été donné à 2 héritiers. Alors, il reste Dernier, le présent d'usage et puis l'assurance vie, je crois. oui, tout à fait. Et le présent d'usage, alors présent d'usage, c'est un don manuel qui ne dit pas son nom, D'accord? qui est permis parce que l'on ne peut pas, l'administration fiscale ne peut pas tout contrôler
Et on considère que dans certaines occasions, par exemple un mariage, un diplôme, un anniversaire, on peut faire un cadeau un peu exceptionnel à ces occasions-là. Alors, je recommande dans ces cas-là de bien mentionner le motif du présent d'usage. Exemple, si l'on transfère une somme d'argent, si on fait don d'une somme d'argent à ses enfants pour une communion, pour un anniversaire, n'hésitez pas à mettre dans le motif du virement que c'est à l'occasion de la communion, de l'anniversaire, pour pouvoir justifier de la nature de cette transmission. N'oubliez pas qu'en général, c'est à vous de rapporter la preuve que c'était bien pour une communion ou un anniversaire. Très bien. Enfin, l'assurance vie est le dernier mode de transmission, enfin l'un des derniers modes de transmission. L'assurance vie, c'est un contrat qui permet d'affecter un bien, une somme, au bénéfice de quelqu'un, et sa fiscalité ne se déclenche qu'au moment du dénouement du contrat. Très bien. Alors, évidemment, la question que l'on se pose tous, on a vu qu'on peut finalement donner relativement tardivement et que ça reste avantageux par rapport à une simple succession. La question maître, c'est le coût fiscal finalement d'une donation ou d'un don manuel. Quel est-il? Alors, le coût fiscal répond à l'application d'un barème en 7 tranches, mais ce qu'il faut retenir, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est que plus le bénéficiaire est éloigné sur le plan familial, plus la donation est coûteuse. Donner à quelqu'un hors du cercle familial entraîne une imposition à 60%. Donner aux enfants entraîne une imposition maximum de 45%. De même, vous bénéficiez d'abattements. Donner à un enfant, c'est un abattement de 100 000 euros. Donner à un arrière-petit-enfant, c'est un abattement de 5 000 euros. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que lorsque la relation et l'application du barème se fait de manière individuelle. C'est-à-dire que si vous êtes 2 parents avec 2 enfants, vous avez, si vous donnez quelque chose, vous avez 4 abattements, 2 pour le père, 2 pour la mère, pour le nombre d'enfants. Donc, en réalité, le barème s'applique 4 fois. Très bien. C'est comme ça que s'appliquent les droits de donation. Et il faut savoir que pour les abattements, ils se renouvellent actuellement tous les 15 ans. Précédemment, c'était moins. Et il faut également savoir que lorsque l'on fait plusieurs donations dans ce même délai de 15 ans, on repart là où on s'est arrêté à la précédente donation. Si on donne si on atteint la tranche à 30% lors d'une première donation, si on fait une nouvelle donation, on commencera à la tranche à 30%. On ne peut pas bénéficier plusieurs fois des tranches basses du barème d'imposition. Et il est un dernier point qui est assez cocasse. Autant l'époux est exonéré d'un droit de succession, autant l'époux ou le conjoint en cas de Pacs, autant le conjoint ou l'époux est soumis à droit de donation en cas de donation du vivant. Très bien. Euh, donc, autre question maintenant, c'est le quand finalement? Quels sont vos conseils? Quand peut-on transmettre, maître? Alors, quand peut-on transmettre? Je pense, comme vous l'avez compris, on peut transmettre quand on veut. Il faut commencer, à mon avis, à transmettre à partir du moment où on est bien installé, à partir du moment où on commence à se préoccuper, on a accumulé un patrimoine, on commence à se préoccuper de sa transmission. Et je dirais qu'en général, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt après la cinquantaine. Après, quel est l'intérêt d'anticiper? Ben, finalement, quand on anticipe une donation, on profite des abattements, on profite des tranches basses du barème, et celles-ci se renouvellent tous les 15 ans. Alors vous me direz, 15 ans, c'est long, mais il faut bien se souvenir qu'à une époque, c'était 6 ans, à une autre époque, c'était 10 ans, et on n'est pas sûr que ça ne revienne pas à 10 ans ou 6 ans dans les années à venir. Profitez de l'abattement, profitez du barème. Je vous ai mis un petit calcul qui me paraît assez parlant, même si je reconnais que 15 ans, c'est long. Mais si on procédait à une donation d'1 200 000 euros, aujourd'hui, on aurait 292 000 euros de droits, alors que si on l'étale en 2 fois sur 15 ans, on passe à 196 000 euros de droits, soit une économie de 96 000 euros. Donc finalement, étaler et anticiper est une bonne chose. Je dois vous préciser qu'il y a une limite, et on en a parlé tout à l'heure au début, sur cette limite de 3 mois.
qui est une date à ne pas négliger. Toute donation qui serait faite 3 mois, moins de 3 mois avant le décès, il existe une présomption de non-sincérité. Et c'est à vous, en tant que contribuable, en tant qu'héritier, en tant que donataire, de justifier de la réalité de cette donation. Lorsque la donation est faite en nue propriété, l'administration fiscale aura tendance, malgré la réunion automatique de l'usufruit à la nue propriété, l'administration fiscale aura tendance à souhaiter réintégrer la part d'usufruit dans l'actif successoral, et en général le fera. Merci, Et elle maître. restera assez intransigeante là-dessus. Alors, je précise que tout ce que vous nous indiquez pourra être effectivement bien précisé avec vous si nos auditeurs souhaitent vous rencontrer. Alors, je reçois une question là intéressante sur, et je redis au public, aux auditeurs qui nous sont avec nous, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&R sur notre Teams et posez-nous vos questions si nous pouvons encore les poser dans le cadre de ce rendez-vous. La question, maître, est la suivante. Quels sont les avantages de l'assurance vie versus les donations pour transmettre? Effectivement, entre l'assurance vie et les donations, quels seraient les Alors, avantages? l'assurance vie ne se dénoue qu'au moment du décès, comme le testament, alors que la donation, elle, est irrévocable au moment où on donne. Dès lors, il peut être intéressant pour un donateur qui souhaite favoriser quelqu'un de finalement prévoir qu'il sera favorisé plus tard, sans toutefois s'engager de manière définitive. Effectivement, on peut changer d'avis au cours de la vie. L'un des désavantages de l'assurance vie, c'est qu'on ne peut pas tout y mettre. On ne peut pas mettre de l'immobilier physique dans un contrat d'assurance vie. On ne peut pas transférer le contrat d'une compagnie à une autre. Et finalement, je dirais que l'assurance vie, c'est un autre mode de pensée puisqu'on ne se défait pas tout de suite. Après, au niveau des avantages, le premier avantage, c'est la fiscalité. Autant on parlait de droit de donation à 60% lorsqu'il s'agit d'un tiers, autant ici, on répond à une imposition particulière puisque l'on bénéficie d'un abattement de 152 000 € par bénéficiaire de contrats d'assurance vie. Attention, il peut y avoir plusieurs contrats, on peut être bénéficiaire de plusieurs contrats d'un même souscripteur, et dans ce cas-là, on n'aura qu'un seul abattement. Et la Un seul fiscalité abattement. est moindre, puisque avant 700 000 €, on est à 20%, et Ouais, au-delà, on est à 31,25. d'accord. Réserve, il y a 2 réserves. Ces barèmes s'appliquent pour les primes versées avant 70 ans. Tout contrat d'assurance vie souscrit ou ayant des primes versées après 70 ans et supérieures à 30 000 € recevra l'application du barème de donation droit de succession que l'on a évoqué tout à l'heure. Mais Alors, maître, uniquement sur les primes versées, c'est assez important à souligner. bien noté. Y a-t-il des précautions à prendre, maître, en matière de clause bénéficiaire d'assurance vie? Oui, tout à fait. Lorsque l'on souscrit un contrat d'assurance vie, on Oui, vous demande quels vont être les bénéficiaires et on vous demande de l'écrire. Alors, ça peut être mes enfants nés ou à naître, mes enfants, s'ils ne sont pas là, leurs enfants, et on peut rédiger des clauses dont la complexité peut être assez importante. La première précaution à prendre, elle est de bon sens. Il faut vérifier régulièrement ces clauses. Est-ce qu'elles correspondent toujours à vos attentes? Pour un cas que je connais où la personne avait décidé de favoriser sa sœur parce qu'il était jeune, célibataire et il n'avait pas fondé de famille. Et 15 ans après, il s'est réinterrogé, il avait 2 enfants, il était marié, et il s'est aperçu que c'était toujours sa sœur qui était susceptible de bénéficier du contrat. Naturellement, ça ne correspondait plus à ses attentes et il a modifié la clause. La seconde précaution à prendre lorsque l'on arrive avec des clauses qui sont complexes, parce qu'il y a quand même une liberté assez importante, la deuxième précaution est de vérifier que
la compagnie d'assurance comprend la même chose que vous. Et ça peut paraître curieux, mais il est des cas où plusieurs échanges ont eu lieu, justement pour bien s'assurer que la compagnie d'assurance comprenait effectivement la même chose que vous lorsque vous avez rédigé la clause. C'est très important, effectivement. Vous avez d'autres exemples, maître, à D'autres nous exemples? donner? Oui, donc là, on est sur l'assurance vie. Je pense qu'on a terminé votre présentation. Vous avez Oui, d'autres je choses pense à que oui, dire? oui, j'ai terminé. J'ai pas, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est si, alors, il y a quand même un point que je n'ai pas évoqué qui me revient. Euh, il s'agit des valorisations. Lorsque l'on fait une donation, on valorise le bien, comme pour une succession d'ailleurs. Et j'attire votre attention sur un point assez important, c'est qu'on a tendance à vouloir reprendre les valeurs pour l'IFI en matière immobilière, on a tendance à vouloir reprendre les valeurs IFI. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut savoir que les services de succession qui gèrent également les donations ont beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'expertise que les centres des impôts qui gèrent les déclarations IFI. Alors, à choisir, il vaut mieux être au clair sur les déclarations de donation ou sur les successions que sur la déclaration IFI qui, elle, pourra être rectifiée le cas échéant. C'est assez important, il ne faut pas inverser, sinon on prend trop de risques. Très bien. Il nous reste 7 minutes. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions sur notre onglet Q&R. J'ai une question, maître, là, qui me vient. J'ai 81 ans, finalement. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour transmettre? Non, il n'est pas trop tard à partir du moment où vous ne souhaitez pas bénéficier de la donation Sarkozy, ce qu'on appelle la donation Sarkozy, c'est-à-dire un don d'espèces qui, lui, n'est possible en franchise de droit que jusqu'aux 80 ans du donateur. Donc, non, à 81 ans, il n'est pas trop tard tant qu'on ne souhaite pas profiter de ce mécanisme-là. Et on a vu tout à l'heure dans votre exemple que finalement, si c'était le donateur qui réglait les droits, cela revenait moins cher que d'attendre Oui, la succession, hein, c'est bien ça. oui, oui, tout à fait. La prise en charge des droits n'étant pas considérée comme une nouvelle donation, on s'aperçoit que l'on peut passer les droits de succession, je dirais, enfin les droits de donation en franchise de droit. Il n'y a pas de droit Très de bien. donation sur des droits de donation et c'est pas anecdotique. J'ai pris un exemple en début de présentation à 2 millions, mais ce n'est pas anecdotique du tout et ça joue, ça peut être assez important puisque là on s'est aperçu que c'était 9%, mais il y a des cas où ça peut être plus important. Bien, écoutez, en tout cas, merci. Je vois que notre rendez-vous s'achève. S'il y a d'autres questions dans la salle, n'hésitez pas. On peut encore essayer d'y répondre. On a une question, Oui, maître. une question, Hugo. Quelle somme peut-on donner à ses enfants en présent d'usage de façon récurrente? Noël, anniversaire, sans coût ni risque fiscal. D'accord. Maître? Alors, je ne pourrais pas vous assurer que ce soit sans coût et sans risque fiscal. L'administration fiscale a tenté devant les tribunaux d'arrêter un pourcentage du revenu ou des éléments de fortune. Elle essayait de limiter cela à 3%. On s'est aperçu, enfin les tribunaux ont rejeté cette limite et c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, c'est en fonction des éléments de fortune que l'on possède, mais c'est aussi en fonction de ce que reçoit la personne. Il est bien évident que même si, je dirais, comment dire, il faut que ça reste raisonnable. Voilà. Alors, je ne réponds pas totalement à votre question parce que je peux pas, il n'y a rien de catégorique, mais je connais des contrôleurs ou des inspecteurs qui ont accepté la notion de présent d'usage pour des enfants qui avaient décidé de se relayer
pour éviter à leur mère de partir en EHPAD. Donc, ils faisaient un roulement, ils ont touché les sommes. Ça a été considéré comme présent d'usage pour les remercier. Et il est des cas où on a 3 semaines de retard sur le virement en ayant indiqué bon anniversaire et ça a été retoqué. Donc, il n'y a rien de définitif, c'est vraiment du cas par cas. Donc, essayez de rester raisonnable et ça peut, à mon avis, ça passe. Merci, maître. Hugo, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Non, pas actuellement. Écoutez, si c'est le cas, je vous propose, maître Hugo, de nous passer le dernier slide. Voilà. Donc, simplement pour vous remercier tous et toutes, vous étiez plus de 50 avec nous aujourd'hui. Et je crois que donc des clients et nous espérons des futurs clients. Il y avait quelques journalistes également patrimoniaux dans la salle que je remercie pour leur présence. Donc, évidemment, ce rendez-vous nécessite beaucoup de précision. On est vraiment dans le cas par cas. Donc, pour tout renseignement complémentaire, bien sûr, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Maître Génaud, qui, je le rappelle, conseille une bonne partie de nos clients actuels. Donc, merci de vous rapprocher de votre gérant OptiGestion pour les clients présents, ou de contacter Hugo Surgeon, notre chargé de relations investisseurs que vous avez entendu et dont vous avez les coordonnées. Et nous allons évidemment vous adresser cette présentation pour ceux qui étaient avec nous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous ou une conférence ou un petit déjeuner OptiGestion. Et nous restons évidemment à votre disposition pour tout cela. Merci, maître, pour ce sujet qui n'est Merci à pas tous. simple, mais qui mérite vraiment toute notre attention pour bien transmettre en temps et en heure son patrimoine, tout en gardant évidemment ce qu'il faut. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Bonne journée et bonne semaine et à bientôt, j'espère.